Et nous allons donc passer à la séquence avec les secrétaires généraux, qui va être animée par Madame Isabelle Gounin-Lévy, que j'invite à monter sur la scène et qui va désormais animer nos débats de la matinée. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup, merci Madame la Je demande de Présidente. l'accueillir, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous. Alors nous allons maintenant passer effectivement au rapport moral des secrétaires généraux de la FNSEA, parler de cette culture de la gagne, très importante à mettre en place ici également. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy, je suis journaliste économique sur LCI, la chaîne Info. Pour démarrer, Patrick Bénézy, alors vous allez nous faire une synthèse des travaux de la veille, nous parler évidemment de la diversité de la population agricole et des entreprises. D'abord, peut-être pourriez-vous nous dire exactement qu'est-ce que c'est qu'un rapport moral ? Alors, rapport moral, déjà, il y a le mot moral, et on a pour objectif, ce matin en tout cas, de redonner aussi le moral à tout le monde. Alors, on en a quand même besoin dans notre métier. Ça, c'est la première chose. Mais au-delà, nous avons fait le choix d'affirmer, de réaffirmer notre vision du syndicalisme, un syndicalisme combatif, constructif, de solutions au moment où on pourrait se laisser abattre. Mais ça, nous n'en voulons pas. Ce serait pas rendre service ni à nos adhérents, ni aux agriculteurs. C'est ça alors le sens de la gagne, véritablement ? Alors c'est ça le sens de la gagne. Derrière ce terme, c'est une posture que nous voulons adopter, la faire partager à nos adhérents qui se l'approprient pour que tout notre réseau soit plus attractif. Nous avons l'objectif, effectivement, au travers de ce que nous portons, de la performance économique sur nos exploitations, de ce qui peut en découler au niveau de nos vies professionnelles et familiales, de donner de l'attractivité à notre syndicat, de le rendre plus sexy en clair. Le rendre plus sexy. Donc effectivement, c'est ça véritablement votre posture, cette posture de la gagne. Mais qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à changer ? Alors changer, déjà nous sommes des acteurs économiques. Nous nous positionnons en tant que tels. Déjà, dans un premier temps, l'ordre des choses a changé. Dans les années 60, notre réseau s'est structuré par rapport à l'État, uniquement par rapport à l'État sur le plan économique. Et aujourd'hui, nous souhaitons être acteurs, nous sommes acteurs de la création de la chaîne de valeur. C'est ce qui fait dire d'ailleurs à certains que nous devons être un syndicalisme économique ou nous disparaîtrons. Je partage assez d'ailleurs cette formule. Alors ça ne veut pas dire que l'État est devenu impuissant au profit de la puissance économique, mais en tout cas, c'est aussi notre philosophie de s'engager, notre conception de s'engager dans nos réseaux FNSEA-JA pour prendre en compte les changements qu'il y a dans notre société et s'y adapter aussi. Aujourd'hui, les filets de sécurité ont été détricotés au niveau de la PAC, donc nous devons nous investir dans nos associations spécialisées, nos interprofessions, nos coopératives, que des fois nous avons peut-être trop quittées, nos organisations de producteurs, pour faire en sorte de s'impliquer et de se renforcer dans la chaîne de valeur. Mais tout ça, encore une fois, ça dédouane pas les pouvoirs publics de nous donner tous les moyens réglementaires pour pouvoir y arriver. Et en tout cas, la puissance publique a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, au vu de la propension qu'ont nos gouvernants à légiférer, à interdire, à réglementer, ou à nous faire des misères sur le plan budgétaire, on a encore beaucoup de manifs ou de tables rondes à faire avec la puissance publique autour de ces sujets. Oui, c'est ça, parce que derrière votre vision de l'agriculture, c'est finalement une vision de la société aujourd'hui qui s'exprime. Et tout cela laisse à penser que vous n'êtes pas qu'un syndicat économique, loin de là. On ne peut pas être rangé dans une seule catégorie, on n'est pas qu'un syndicat économique. Autour de nous, il y a tout ce qui est attente sociétale. Nous sommes sur 80% du territoire. Nous représentons l'identité de la ruralité et toutes ces problématiques avec. On est presque les ambassadeurs de la ruralité. Et aujourd'hui, par rapport aux différentes attentes sociétales, on est au cœur de toutes les attentes sociétales, que ce soit l'énergie, le climat, l'environnement, le sanitaire. En fait, si on fait le tour de tout, on est presque les premiers écolos de France avec tout ça. Il y a beaucoup d'enjeux, c'est vrai, il y a beaucoup d'enjeux. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Et c'est vrai que par rapport à tout ça, et par rapport à ce qui pouvait se passer avant, nos interlocuteurs sont devenus très, très variés.
Aujourd'hui, on a pour interlocuteurs des consommateurs, des ONG. Au niveau des pouvoirs publics, c'est plus seulement le ministère de l'Agriculture, c'est aussi le ministère de l'Environnement, des territoires, les régions qui se sont invitées, et puis également Bercy qui aujourd'hui tient beaucoup de choses. Donc finalement, si vous résumiez votre projet, vous diriez quoi? Alors aujourd'hui, pour résumer le projet, je crois qu'il faut qu'on s'appuie sur les 6 piliers qu'on a développés hier dans les travaux. Et c'est ça notre projet. C'est-à-dire que dans un premier temps, le prix, tout ce qu'on peut bâtir au niveau de la création de valeur autour de ce qui a été fait au niveau des États généraux de l'alimentation, qui est aussi une révolution aussi politique de la part de nos gouvernants. Donc on a intérêt effectivement à prendre la balle au bond et à s'investir autour de ces sujets. Le deuxième point, c'est la montée en gamme, même si nous considérons que déjà le premier niveau de gamme est déjà très élevé par rapport aux autres pays du monde, mais en tout cas, s'engager aussi et continuer cette montée en gamme, et puis y donner une valeur économique, ça c'est important pour nous. Le troisième point, c'est le contrat de solution qui répond aux attentes sociétales, et on se doit d'y répondre, et on sait faire, on a su faire des progrès, on saura en faire d'autres. Le quatrième point, c'est l'investissement par rapport aux enjeux climatiques. Alors pour essayer de trouver des solutions, et l'agriculture peut être une source de solutions d'une part, mais également d'autre part a besoin de ces solutions, notamment pour s'adapter aussi à ces changements climatiques, et donc ça demande à ce qu'il y ait des politiques d'investissement autour de ces sujets. Et puis le cinquième point, c'est tout ce qui tourne autour du numérique, apporter de la valeur autour des données, et puis les protéger aussi. Et enfin, la PAC qui doit être orientée vers le soutien de nos exploitations à taille humaine, et affectée surtout d'un budget important, qu'il soit européen avec les cofinancements français. Avant d'entendre la parole, on va passer la parole donc aux jeunes agriculteurs dans un instant. J'aimerais quand même vous demander finalement qu'est-ce qui vous lie, donc vous qui êtes éleveur, donc éleveur dans le Massif central, qu'est-ce qui vous lie par exemple aujourd'hui aux céréaliers, aux viticulteurs? Quelle est, on va dire, votre vision globale aujourd'hui de votre projet pour tous? Alors de l'extérieur, il peut y avoir souvent des clichés entre production, entre territoires, et maintenant aussi entre modes de production. Et autour de tous ces clichés, on voit bien que le projet que nous portons, le projet que l'on vient de décliner, il s'adapte à toutes les productions, tous les territoires et tous les modes de production. Ça, c'est important. C'est pourquoi on a quand même le défi de convaincre, de renforcer nos combats, nos solutions et nos victoires autour de tout ça. On a le défi de renforcer notre pouvoir de négociation, alors certes vis-à-vis de l'État, mais également vis-à-vis du secteur économique. Et on a également le défi de représenter toutes les agricultures. On a 1000 modèles, un syndicat va très bien, et ça c'est important. Et ça, nous devons représenter toutes les agricultures aujourd'hui. Et puis peut-être ce qui nous unit, c'est toutes ces valeurs autour de l'entreprise agricole et du monde paysan. Alors si on peut peut-être résumer et terminer par le projet que nous portons, ça peut se décliner autour des 3 P, ce qui sont chers à notre présidente. C'est prix, projet et perspective. Ça peut être ça. Merci beaucoup en tout cas pour cette première intervention. On peut l'applaudir. Merci d'applaudir Patrick. Alors Samuel, vous allez nous parler des jeunes. On le sait aujourd'hui, donc par rapport aux jeunes, eh bien l'organisation, leur rapport aux organisations, il bouge beaucoup aujourd'hui. On peut se demander à quoi ressemble cet activisme moderne finalement, ces nouveaux modes opératoires, ces rapports aux institutions. On a évoqué donc avec Patrick Bénézy la diversité des agricultures en France. Aujourd'hui, quelle est votre vision pour les jeunes? Quels sont leurs projets finalement quand ils vont s'installer? Est-ce qu'ils ont des traits communs? Ça change quand même beaucoup finalement leur vision du monde agricole par rapport à celui de leurs aînés, mais quels sont leurs besoins véritablement aujourd'hui?
Alors, sur le projet, c'est vrai qu'on a vu un changement assez radical depuis ces dernières années sur les projets d'installation. C'est vraiment des projets qui sont vécus et qui sont engageants et engagés. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, ne font plus seulement que reprendre l'exploitation des parents ou une exploitation lambda. Ils veulent un vrai projet pour leur exploitation. Alors, un projet économique, social, viable, environnemental. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit une vraie professionnalisation du métier. Et c'est ce que nous aussi, on accompagne. Ça a demandé un certain changement. Donc, il faut s'adapter aussi sur l'accompagnement, sur l'économique, pour que ces jeunes arrivent à bien à leur installation. Ces projets sont de plus en plus innovants. Alors, innovants dans la production, dans la transformation, mais aussi, on en a parlé hier, innovants au travers des énergies. Et donc, voilà, ces installations aujourd'hui ne sont plus réellement dans un cercle. Aujourd'hui, il n'y a pas une installation, il y a beaucoup d'installations différentes pour beaucoup de jeunes différents. Il y a le numérique aussi qui change énormément la donne, le digital, tout ça, ça transforme complètement la façon qu'on a pu avoir de travailler, c'est normal. Oui, tout à fait. Et puis en plus, les jeunes aujourd'hui s'installent de plus en plus tard. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le niveau d'études est supérieur aujourd'hui. Les agriculteurs qui s'installent sont en études supérieures, sont passés par un cursus supérieur. Et puis, ils ont aussi été voir souvent à l'extérieur, dans le monde économique ou à l'étranger, afin d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus large. Et donc, c'est aussi le reflet de ces installations qui sont plus poussées, plus innovantes. Alors par rapport à tout ça, justement, quel est leur rapport vis-à-vis des institutions? On sent peut-être qu'ils sont plus méfiants que leurs aînés, justement, leur regard sur ces institutions est différent. Ça vous fait sourire? Ben oui, ça me fait sourire. Les jeunes sont de plus en plus exigeants. Alors ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Ils sont plus exigeants parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans des installations qui ne sont pas forcément normées, qui sont très diversifiées et donc qui nécessitent un accompagnement et des compétences différentes. Et donc oui, les jeunes aujourd'hui sont exigeants parce qu'on a aussi été exigeants avec eux à l'installation. Il y a un vrai projet à leur installation, on est exigeant pour montrer patte blanche économiquement, socialement. Et donc, on se dit, l'exigence, on doit la porter sur tout le monde et aussi dans l'accompagnement de toutes ces structures. Alors oui, les jeunes sont aussi un peu exigeants envers leurs aînés, envers les chambres d'agriculture, envers les coopératives, parce que on estime qu'on passe peut-être trop de temps sur le conjoncturel et pas assez sur le structurel. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire qu'on a tendance à se laisser déborder. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des zones défavorisées, du loup, c'est juste la proportion. On a besoin de passer réellement en mode projet. Ça a été dit hier. On n'y est pas assez encore aujourd'hui. Mais je pense qu'on n'y est pas. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que l'on défend? Qui est-ce qu'on représente? Qu'est-ce que sera la FNSEA dans 20 ans? Quels agriculteurs seront à la FNSEA dans 20 ans? Pour qui? Pourquoi? Et quel agriculteur on aura? Quelle politique agricole demain? Et c'est vraiment important que l'ensemble des organisations, pas seulement les syndicats. On critique souvent la FNSEA, mais c'est aussi gentil. Les jeunes agriculteurs ont tendance des fois à pousser un peu fort, mais c'est normal. Mais c'est la jeunesse, c'est ça, c'est la pétuosité. Mon président dirait qu'on est l'aiguillon de la profession et que des fois, on peut se permettre de mettre quelques coups de pied aux fesses et ça fait avancer et ça fait réfléchir un peu plus fort. Parce que ça... Bravo, bravo, voilà, vous allez avoir des applaudissements. Non, mais il bouscule aussi parce qu'on a aussi tendance à pas forcément se sentir écouté. Pas forcément se sentir écouté parce que justement aussi, les projets sont innovants et donc on n'a pas forcément de réponse. Donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, je vais peut-être bousculer un peu, mais beaucoup me connaissent, donc ils vont le comprendre. Il y a une certaine défiance par rapport aux têtes de réseau de tous les instituts économiques, parce qu'on se demande pourquoi ils sont là. Et aujourd'hui, si on est engagé, c'est parce qu'on se retrouve autour d'un certain nombre de valeurs et d'engagements, et qu'on se demande si, au fil du temps, on n'oublie pas nos motivations et qu'on est plus, on est plus intéressé par le fauteuil ou accroché au fauteuil de la présidence. Et que, malheureusement... Attention là, hein. Est-ce que vous allez dire? Non mais, et que malheureusement, on ne porte plus assez de projets. On porte un projet pour nos présidences, pour nos structures, pour nous-mêmes, au lieu d'avoir un projet peut-être plus global. Alors, on ne peut pas schématiser ou systématiser sur toutes, mais dans certaines, il faut qu'on se le dise, c'est le cas,
ça peut être le cas, et malheureusement, ça fait tache d'huile. Alors, donc dans le cadre de ce rapport moral, hein, on est en train de parler du rapport moral de la FNSEA. Je prends des risques. Oui, je vois ça. Hein. Donc, on parle de la façon de penser le rôle de ce syndicalisme aujourd'hui à travers votre prisme, à travers le prisme des jeunes. Comment est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'ils voient ce statut, ce rôle justement donc, de représentant syndical? Est-ce que ce rôle justement, bon, vous l'avez déjà un peu dit, ils le voient évoluer, mais pour l'avenir, comment est-ce qu'ils entendent le construire? Parce que c'est bien beau de critiquer, mais qu'est-ce qu'on construit derrière? Et puis, il y a aussi comment on garde le pouvoir de nos organisations. Et ça sera aussi un sujet qu'on va aborder dans l'année qui vient. Alors, je pense que je vais rejoindre toujours le mode projet, et ça va être mon fil conducteur. Parce qu'aujourd'hui, au-delà des hommes, il faut un projet. Et bien souvent, quand on perd des hommes ou qu'on perd des élections, c'est pour des histoires d'hommes. Et entre autres, je fais référence éventuellement aux chambres d'agriculture, même si ce n'est pas forcément le principal sujet là. Mais je pense que voilà, au-delà des hommes, il faut qu'on ait un vrai projet. Donc passons en mode projet, on verra les hommes après. Je le disais tout à l'heure, ce qui nous rassemble aujourd'hui et ce qui nous motive à être là, c'est l'engagement, le partage, la défense, le mutualisme. Et c'est vraiment ça qui fait aujourd'hui qu'on aura encore des responsables syndicaux demain. On est fiers d'être représentants. Et chez Jeunes Agriculteurs, moi, je suis fier d'être secrétaire général. Ce n'est pas que j'ai les chevilles qui enflent, non. Parce que derrière, j'ai toute une armée d'adhérents, de chefs, de responsables départementaux, régionaux, qui nous poussent, qui aussi, des fois, nous bottent un peu les fesses pour nous faire bouger. Mais c'est la fierté d'appartenir à un réseau. Et c'est important aujourd'hui de savoir où on est, de savoir à qui on appartient et à quoi. Donc, c'est ça aussi qui doit nous rassembler quand on est à la FNSEA, quand on est chez les jeunes agriculteurs, ou même qu'on peut être dans les deux. Voilà, c'est aussi, ça peut être aussi dans les deux, c'est mon cas personnel. C'est possible. En tant qu'adhérent, c'est possible. Quand même. Mais, voilà. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important d'être attaché à un projet structurant sur nos territoires, sur nos filières, sur nos valeurs, sur nos terroirs, pour pousser ensemble et puis éviter de tomber, j'ai envie de dire, dans quelque chose qui serait assez platonique et donc qui pourrait démotiver les responsables. Bien, merci beaucoup. Merci Samuel, merci de l'applaudir. Je me tourne maintenant vers vous, Daniel. Alors, Daniel Prière, vous allez nous parler de l'adaptation de l'institution et de ses modes opératoires, à la fois donc sur le champ syndical, sur le champ des services individuels, sur le champ de l'action collective. Nous montrer finalement qu'il y a besoin, et vous le savez, vous tous qui êtes là dans cette salle, qu'il y a besoin aujourd'hui de plus en plus de services, notamment. Alors, dites-nous, ce rapport au syndicat, aujourd'hui, il bouge, il évolue dans ce sens-là. Oui, il évolue dans ce sens-là. Quand vous vous rappelez tout, ça fait beaucoup de choses à énumérer. Mais ce que je voudrais déjà dire, et les militants qui sont dans la salle, ils retiennent déjà une chose. 72e congrès, ça fait plus de 70 ans que la FNSEA, non seulement elle s'adapte, elle est toujours là, présente au niveau local, au niveau national, au niveau européen, et quelque part, on peut dire qu'elle a utiliser tous les modes qui étaient à sa disposition, tous les outils au fur et à mesure des générations. Et elle a su se renouveler avec des gens qui passent souvent par les jeunes agriculteurs et qui, après, font un mandat, un investissement à la FNSEA. Et pour résumer ça, et les gens de la Loire vont avoir un petit clin d'œil, je reprendrai le titre du livre de Robert Duclos, qui a écrit un livre sur son engagement, sur sa vie, et il disait « De la pioche à Internet ». Donc, la FNSEA, entre 46, 47 et aujourd'hui, c'est quelque part toute cette évolution-là. Alors justement, par rapport à ça, comment vos missions également, elles ont évolué? Parce que forcément, quand on va de la pioche à Internet, les missions, elles bougent. Alors les missions, elles bougent, c'est évident. Mais il y a toujours deux choses qui sont dans notre ADN. Il y a la notion de défense collective. Si on est un syndicat, on est là pour défendre des choses, être un syndicat de
propositions, de solutions, comme le dit si bien Éric, mais est aussi un syndicat qui est présent pour apporter des réponses aux agriculteurs. 68, on l'a fait cette année un petit peu spéciale avec donc, les 50 ans, mais 68, c'est la mise en place de la TVA en agriculture. Et c'est les FDSEA, dans chaque département, qui ont pris par la main les agriculteurs pour les former à la TVA. Aujourd'hui, on arrive à la paye en ligne, à la déclaration en ligne, à plein de choses nouvelles, et c'est toujours les FDSEA qui sont à la manœuvre pour accompagner les agriculteurs dans ces démarches-là au fur et à mesure que le temps évolue. Donc le monde bouge, bougeons. C'était le créneau de l'après-midi d'hier. Là, on est dans le dur, dans le concret, et on est dans l'action. Et alors justement, donc, par rapport à ça, comment est-ce que vous voyez le syndicalisme de demain pour aller encore plus loin, pour faire peut-être cette prospective que Samuel appelle de ses voeux? Le syndicalisme de demain, moi je le vois comme un gros rôle au niveau déjà local en tant que fédérateur, en tant que catalyseur de projets, développeur, apporteur de solutions. Moi, je dirais, on vit des exemples sur le terrain. Moi, je vis un exemple aujourd'hui très concret dans ma Franche-Comté où faire du fromage, ça fait partie aussi là, de notre ADN quand on est franc-comtois. Voir des gens qui étaient des simples livreurs de lait et qui demain décident de monter en gamme et de se convertir à l'agriculture biologique et de monter une fromagerie bio, quelque part, on bouge. Et ce qui me fait dire que j'accepte toujours très difficilement, moi, le fait qu'on dise que le monde paysan est un monde de conservatisme, de conservateurs. On bouge, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on bouge et qu'on s'adapte. Il y a finalement donc plusieurs valeurs qui sont importantes à avoir, c'est-à-dire que vous êtes tout à la fois des entrepreneurs avec un sens du collectif important, en même temps une vision de votre territoire. Il y a beaucoup de choses finalement qui se mettent en place et qui doivent se conjuguer aujourd'hui pour ce syndicalisme. Ben, moi, je pense qu'on a déjà une chance à la FNSEA. On a une chance, mais ce n'est pas qu'une chance. C'est avant tout le fruit de notre histoire. C'est qu'on a un syndicat avec beaucoup d'adhérents, avec des équipes sur tous les territoires. Et tout ça, ça produit plein de choses, notamment des valeurs, vous l'avez dit. Première valeur, c'est la solidarité, c'est les éléments de proximité qu'on ne veut pas lâcher. Ça, c'est clair. Pour nous, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable, même si l'État se réforme, même s'il y a des choses qui se réforment, l'aspect local, on y tient, parce que c'est quelque part nos racines, c'est nos bases, et c'est là-dessus qu'on continuera à construire l'agriculture de demain. Mais il faut la construire avec des choses qui vont bien autour, notamment l'adaptation en termes de services, et puis donc la montée aussi en compétences de nos agriculteurs. Alors justement, les services, le rapport aux services, il change aujourd'hui, il évolue énormément. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe exactement, c'est que sur les aspects des services, souvent, nos FDSEA ont été, je dirais, les mères fondatrices de plein d'organisations. Et on a plein d'organisations dans nos départements qui sont issues souvent du syndicalisme. Aujourd'hui, le rapport, comme l'a dit un peu Samuel, avec les institutions évolue. Et aujourd'hui, la FNSEA peut, je dirais, apporter des services concrets aux agriculteurs, notamment sur des aspects juridiques, sur des aspects fiscaux, sur des aspects de notre rôle de syndicat représentant les employeurs de main-d'œuvre, et je dirais de les toucher directement et d'avoir une interface, une expertise qui, quelque part, les sécurise dans ces missions du métier qui ne sont pas forcément évidentes à aborder tous les jours. Et très concrètement, alors quels sont les nouveaux services que vous apportez aujourd'hui? Alors, il y a un service paie en ligne qui est du direct entre les employeurs de main-d'œuvre et la possibilité d'avoir toute la compétence et de pouvoir télécharger tous les éléments qui font le côté social, employeur de main-d'œuvre que nous sommes en tant qu'agriculteurs. Et ça, c'est des choses
très concrètes et appréciées. Sur les aspects PAC, on sait que souvent, nos fédérations sont le lieu de ressources, le lieu d'expertise, parce qu'on parle de simplification, mais on vit plutôt la complexification tous les ans avec des choses nouvelles sur ces dossiers-là. Et là, on sent que le syndicalisme FNSEA peut vraiment apporter un plus en termes de compétences, en termes d'expertise et d'appui. Quelque part, on amène une réassurance aux agriculteurs. Il y a des choses aussi comme la carte moisson, par exemple? Alors, la carte moisson, ça a été quelque chose d'important parce que ça a aussi permis d'ouvrir le syndicalisme sur d'autres choses. Il y a notamment il y a les HCP d'achat groupé, mais il y a aussi d'apporter du loisir à la portée un petit peu d'apporter du loisir à la portée de tous avec un travail important dans le réseau parce qu'il y a ce qu'on a pu avoir par la structure nationale, mais chaque région, chaque département a pu compléter les avantages de la carte moisson avec un travail et un démarchage local. Alors finalement, donc, pour conclure, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence donc, entre votre syndicat et puis d'autres syndicats? Qu'est-ce qui fait votre ADN finalement? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. À la FNSEA, il y a une chose qui est claire, c'est que pour nous, il n'y a pas de syndicat sans syndiqué. C'est déjà la première chose. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, c'est qu'on sait et on saura être à tous les strates de la décision, que ça soit vis-à-vis des Comcom, vis-à-vis des conseils départementaux, vis-à-vis des conseils régionaux, vis-à-vis de l'État ou des institutions européennes. Et ça, nous, on peut le revendiquer, tout le monde ne peut pas le revendiquer. Et quelque part, c'est quand même une grande force, et cette force, comme je le disais en préambule, elle dure depuis plus de 70 ans. Et si on n'avait pas répondu aux attentes des paysans, des paysans qui sont des gens pratiques, il y a longtemps qu'ils nous auraient dit d'aller nous rhabiller ou ils nous auraient jetés dehors. Alors finalement, les mots-clés, bravo. Les mots-clés les moins importants, c'est quoi? C'est la proximité, on a parlé du service, on a parlé également du collectif. On peut résumer effectivement en 3 mots. Proximité, collectif, service. Et puis, si on veut que ces mots ils continuent de nous animer, eh bien, il faut s'en servir. Il ne faut pas simplement les prononcer. Et puis, si on s'en sert, eh bien, je vous dis une chose, c'est que ça durera encore longtemps. Bravo, merci beaucoup à vous. Alors, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Nicolas Bétou, c'est le fondateur et le président du journal L'Opinion. Il va nous dire comment notre parole aujourd'hui elle émerge, comment votre parole elle émerge, et puis il va nous parler également des stratégies multicanales à mettre en place. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Alors, Nicolas Bétou n'est peut-être pas encore arrivé. Ce sont les miracles du direct. Parce que figurez-vous qu'il faut quand même que je vous dise quelque chose. Je pense que c'est peut-être la première fois dans un congrès de la FNSEA qu'on est en avance sur le timing. Et ça, c'est assez incroyable. Voilà, donc effectivement, c'est à marquer d'une pierre blanche, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Alors, en attendant Nicolas, une chanson, oui, si vous voulez. Non, moi je ne sais pas chanter. Et si je chantais, je pense que je viderais très rapidement donc, la salle, et donc ce n'est pas le but. Je voulais insister, puisque bon, c'était pas prévu, sur la notion d'engagement, puisque Samuel est intervenu, c'est-à-dire qu'on est partis tous de quelque part. Moi, je suis parti aussi des jeunes agriculteurs, et je crois ce qui nous lie, nous, mais aussi la salle, c'est de pouvoir porter
pour nos agriculteurs, pour notre agriculture, un projet, ça a été dit, une ambition. Et ça part par du collectif. Moi, je me souviens, lorsque je suis rentré, ça s'appelait les centres cantonaux des jeunes agriculteurs, il y avait cet élément de pouvoir se retrouver en commun, partager des problématiques qui étaient donc les nôtres, mais aussi donc, se projeter. Et je crois que quand on est au niveau des jeunes agriculteurs, comme quand on est au niveau de la FNSEA, comme on est engagé dans toutes nos organisations, c'est avant tout pour porter un projet, un intérêt collectif pour l'ensemble de notre agriculture et pour l'ensemble donc, des agriculteurs. Et ça, c'est des valeurs qui sont importantes dans notre syndicalisme et que nous voulons effectivement partager avec le plus grand nombre. Eh bien, merci beaucoup. Merci Jérôme pour cette improvisation. Bravo à lui. Merci, on peut l'applaudir. Alors, Nicolas Bétou est arrivé parmi nous. Donc, on a maintenant le plaisir d'accueillir Nicolas Bétou. C'est le fondateur et le président du journal L'Opinion. Il va donc nous dire aujourd'hui bien comment cette parole, notre parole, elle émerge et quelles sont les stratégies multicanales à mettre en place. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bonjour Nicolas. Alors, vous avez fondé un média qui fait appel à la réflexion, à la valeur ajoutée. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, finalement, vous, comment est-ce que vous voyez la différence? On est souvent critiqués, nous les journalistes, sur ce populisme parfois qu'on peut malgré nous diffuser. Quelle est aujourd'hui la différence entre ce qu'on appelle donc l'information, la vraie, et ce fameux populisme qu'on nous reproche de diffuser? Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi d'être ici parmi vous. Bonjour Isabelle. Je vais d'abord faire un petit détour par un mot très simple qui, au fond, est ma vie, c'est la communication, l'information. Communiquer, et je pense que chacun le comprendra pour ce qui le concerne individuellement, mais aussi pour l'ensemble de l'organisation à laquelle vous appartenez, communiquer, c'est évidemment indispensable. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aujourd'hui devenu beaucoup plus facile. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est aujourd'hui devenu beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus facile parce qu'il y a des outils innombrables qui sont à la disposition de tous. Alors, il y a les journaux traditionnels, et puis il y a eu la radio, et puis il y a eu la télévision, et aujourd'hui il y a évidemment Internet au sens large, et en particulier les réseaux sociaux qui font que la communication est à la portée de tous et qu'elle est d'un accès, d'un usage absolument dérisoire au sens où il n'y a aucune difficulté pour y accéder. Vous mettez un smartphone dans les mains d'un enfant de 4-5 ans, il sait déjà communiquer avec cet outil et avec le reste du monde au travers de cet outil. Donc la communication est devenue une facilité absolue. La communication et donc le transfert des informations. La mauvaise nouvelle... Elle est envahissante aussi, elle est envahissante et elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que cette communication, elle se fait désormais sans filtre. Il n'y a plus de filtre. Ce que vous dites à une personne peut se retrouver partout, une universalité absolue de l'information. Il n'y a plus de filtre, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus ce que nous faisons, nous, traditionnellement, les journalistes, c'est-à-dire filtrer, hiérarchiser, sélectionner, dire cette information-là m'intéresse, cette information-là, elle n'est pas sûre, je ne la publie pas. Cette information-là, elle a beaucoup de valeur. Non seulement je la sélectionne, mais en plus je la mets en haut de ma première page, de ma home page, que sais-je encore. Ce métier, cette fonction de filtre, d'intermédiaire, elle n'existe plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que si la communication et l'information, donc, que vous pouvez véhiculer au travers de l'information, sont devenues extrêmement faciles, elles sont devenues extrêmement dangereuses. Il n'y a plus d'intermédiaire. Le média au sens où, vous savez, c'est une notion qui date du siècle dernier, les masses médias. Le média, c'est l'intermédiaire entre une information et le consommateur de l'information. Les médias sont ce maillon qui permettait de relier celui qui a l'information et celui qui la consomme. Eh bien, ce maillon-là, il est maintenant à la portée de tous. Et puisqu'il est à la portée de tous, puisqu'il n'y a plus de filtre, puisqu'il n'y a plus d'intermédiaire, alors, j'allais dire, c'est la porte ouverte à tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. Et comme on cherche
dans la plupart des cas, à être vu, lu, entendu, compris parfois, eh bien évidemment, ça donne lieu à beaucoup d'excès. Les excès les plus, alors ceux dont on parle le plus souvent en ce moment, c'est les fake news. Vous savez, cette pseudo-vérité qui a été très popularisée par un certain président des États-Unis, qui explique que lorsqu'il a 1000 personnes devant lui, il en a 10 000, et qui explique, alors dans des domaines plus privés, mais enfin bon, je ne vais pas insister trop, que ce qu'on lui reproche n'a pas existé. Les fake news sont devenus un phénomène de société où on peut reconstruire une réalité virtuelle, une pseudo-vérité, dont on sait bien qu'elle est complètement fabriquée. Je mets ça de côté parce que c'est un sujet que, je veux dire, il vous concerne peut-être, mais ça n'est pas comme ça qu'on peut communiquer. En revanche, ce qui est devenu très courant, très courant maintenant dans la communication au sens large, c'est tout ce qui concerne la recherche du plus grand nombre de consommateurs et sa déviance absolue qui est le populisme. Qu'est-ce que c'est que le populisme? C'est une façon de parler en essayant d'avoir le plus grand nombre d'auditeurs, de téléspectateurs, de likes, comme on dit maintenant dans les réseaux sociaux. Et le populisme... C'est tentant quand même. Hein. C'est très tentant. C'est très tentant parce que c'est très tentant d'avoir le plus possible d'audience. C'est très tentant d'avoir le plus possible de lecteurs, de consommateurs, d'internautes, de gens qui viennent écouter votre message. Le problème, et c'est là-dessus que nous, en tout cas, dans la profession de journaliste, on est en permanence challengé. Le problème, c'est que ce populisme, il passe par une étape indispensable, parce que sinon le populisme ne fonctionne pas, c'est le simplisme. Pour faire populiste, il faut faire non pas simplement simple, parce que faire simple, c'est très important pour communiquer, mais il faut faire simpliste. Et vous voyez bien la différence entre ce qui est simple et ce qui est simpliste. Et donc, le simplisme, c'est la caricature, c'est la montée d'un certain nombre d'outrances pour accrocher l'attention de l'autre, et c'est évidemment la montée d'un certain nombre de dangers. Dans mon métier, mais je vous le dirai dans un instant, on a des métiers qui, par certains côtés, ne sont pas très différents les uns des autres. Enfin, vous, organisation, FNSEA, et nous, médias, et je vous l'expliquerai dans un instant, il y a beaucoup de points communs. Mais dans mon métier, on voit bien que ceux qui ont pris cette voie du populisme et qui sont passés par la case du simplisme, ils gagnent peut-être en audience, ils perdent en influence. Ils perdent en influence. Et moi, je pense que un des points essentiels pour un média tel que celui que j'ai fondé et que je dirige, mais aussi pour une organisation comme la vôtre, le fait de gagner en influence, c'est absolument indispensable. Et pour gagner en influence... Il faut de la rigueur, il faut de l'exigence, il faut de la qualité, c'est ça? Il faut de la rigueur, de l'exigence, de la qualité, de la vérification, du sérieux, pour créer une espèce de boucle vertueuse. Encore une fois, le populisme, il ne fonctionne qu'avec du simplisme. Sinon, vous n'arrivez pas à accrocher les gens. On voit très bien... moi, j'ai coutume de dire qu'on peut... Dans le média que j'ai fondé, il y a évidemment un site Internet, on en parlera dans un instant si vous voulez, tous ceux qui qui fabriquent et qui lancent un site Internet sont obsédés par une donnée, un chiffre, une performance qui est le nombre de visiteurs uniques. Combien de personnes tous les mois viennent sur votre site pour vous écouter, vous regarder, vous lire ou pour interagir avec vous. Le visiteur unique. Bon, si je mets un chat qui fait du skate, j'aurai beaucoup de visiteurs uniques. Si je mets un bébé qui se tord de rire, c'est ce qui marche le mieux, j'aurai beaucoup de visiteurs uniques. Est-ce que pour ça, j'aurais construit un message, envoyé une information utile à mon internaute, à mon consommateur, et surtout, est-ce que j'aurais gagné de l'influence? Ma conviction est que non, et que plus vous tournez le dos au simplisme, qui est la voie ouverte au populisme, plus vous gagnez en influence. Alors c'est exigeant, c'est difficile, parce que ça veut dire qu'il faut renoncer à un certain nombre de facilités, mais je crois que c'est ça la clé de l'influence. Et l'influence, pour une organisation comme vous, c'est important, être influent parmi vos membres, être influent parmi vos interlocuteurs,
y compris les pouvoirs publics, et être influent, bien sûr, au sein de l'opinion publique. Mais c'est vrai que cette image, du coup, on va dire, de rigueur, de qualité, eh ben justement, elle est moins, on va dire, attrayante. Elle est, voilà, voilà, c'est une image de rigueur, justement. Oui, Hein, oui, donc, c'est l'inverse de la facilité. du coup, effectivement, et ça attire peut-être effectivement moins de personnes sur les sites ou sur les réseaux sociaux. Alors, justement, pour revenir à vos sites... Je vais quand même Oui. pour bien comprendre, si vous voulez un exemple qui va peut-être vous rappeler des souvenirs d'école. Vous avez tous étudié, vu, peut-être appris pour certains d'entre vous, les vers les plus connus du bourgeois gentilhomme. Bon. Il y a une scène dans le bourgeois gentilhomme où ce pauvre bourgeois gentilhomme essaye de dire d'une façon attrayante, pédante, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Vous vous souvenez de ça? Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. D'amour me font mourir vos beaux yeux, belle marquise. Bon. Si vous faites si vous voulez construire une communication sérieuse, vous dites belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Voilà, c'est simple. Vous avez un message et vous allez directement à l'essentiel. Si vous voulez avoir plus de clics, avoir plus d'audience, vous allez regarder les mots qui sont les plus cliqués sur Internet et vous verrez que amour, évidemment, ça marche bien. Si vous pouvez mettre sexe, c'est encore mieux. Et mourir. Alors, mourir, mais ça marche très bien. Ça, mourir, tout ce qui est autour de cet aspect morbide de l'information, ça marche très bien. Et donc, ça donne quoi alors? Au lieu de dire belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, vous mettez amour, mourir, et puis le reste, vous en foutez. Et bien voilà, votre message, il a été tordu, vous avez beaucoup de clics, mais vous avez perdu en influence. Effectivement. Alors pour en venir justement, vous parliez de votre site, de cette stratégie multicanale. Hein, vous avez été un des pionniers, on va dire, à la mettre en place dans sa forme actuelle, c'est-à-dire à la fois avec un support print aujourd'hui, l'opinion, à la fois donc ces sites web que vous avez, et puis également des supports vidéo. Donc cette stratégie multicanale, elle est indispensable aujourd'hui. Il n'y a plus de moyen de contourner ça, sauf si vous créez un média qui soit exclusivement sur le canal du moment qui est Internet. Vous ne pouvez plus prétendre avoir une communication qui soit exclusivement sur un type de média. Vous savez, dans l'histoire des médias, on a beaucoup dit la radio n'a pas tué la presse papier, la télévision n'a pas tué ni la radio ni la presse papier, et donc il n'y a aucune raison pour que Internet tue et la télévision et la radio et la presse papier. C'est vrai en partie et c'est faux en partie. Pourquoi? Parce que Internet, c'est tout le reste à la fois. C'est à la fois l'écrit, le texte, c'est évidemment le son et c'est évidemment l'image. Et donc, je vois Samuel qui a l'air bien d'accord avec vous. Et vous avez donc un média qui englobe tout et qui peut, au fond, donner le sentiment, l'illusion de tout remplacer. Moi, j'avais la conviction que, et vous allez retrouver ce mot auquel j'attache beaucoup d'importance, j'avais la conviction que, à l'époque où j'ai lancé l'opinion, donc il y aura dans quelques semaines 5 ans, il y a 5 ans, ma conviction, et elle est toujours la même, c'était que Internet, c'est l'audience, le papier, le print, les journaux papier, c'est l'influence. Audience d'un côté, influence de l'autre. Et vous voyez cette différence absolument essentielle entre l'audience, le fait de trouver le plus possible de gens qui vous écoutent, mais surtout l'influence, trouver les bonnes personnes qui vous entendent. Écouter d'un côté, entendre de l'autre. Et donc, pour ça, parce que j'avais cette conviction qui demeure vraiment très, très fortement ancrée et dont j'ai la preuve tous les jours. Si je propose à Christiane Lambert une interview dans l'opinion dans une semaine, je suis sûr que ou elle ou son service de communication me dira mais c'est bien publié dans le print, dans le papier, pas seulement sur Internet. Parce que, et je le vois encore une fois tous les jours, nous avons la conviction et on a la preuve que le papier, c'est l'influence. Alors donc, j'ai lancé un média digital, Internet, réseaux sociaux, vidéo, parce que c'est un mode de communication qui progresse à toute allure, et même ce que j'avais en tête il y a 5 ans a été totalement dépassé par la réalité, totalement dépassé par la réalité. Et puis, ce que j'appelle une extension papier, c'est-à-dire que tous les soirs, on se dit, ben voilà, ces papiers-là qu'on a publiés sur Internet dans la journée, on les met sur une version papier que l'on distribue et qui reste le produit d'influence. Pourquoi? Parce qu'à un moment, dans le déroulé de votre journée,
Alors, ça peut être le soir, ça peut être le matin, peu importe. Ça peut être un journal télévisé, ça peut être une radio, ça peut être tout ce que vous voulez. Il y a un moment, un produit qui vous dit, qui s'appelle un journal, et qui vous dit, voilà les informations qu'il faut retenir, et voilà dans quel ordre nous vous proposons de les retenir. Voilà quelles sont celles qui sont les plus importantes, et voilà celles qui sont, à nos yeux, les moins importantes, et puis ne parlons pas de celles que nous avons négligées. Cette hiérarchie de l'information, elle fait partie de ce qui est l'influence de la ligne éditoriale d'un média et de ce qui fait sa caractéristique, son ADN, comme on dit. Alors, ce qui est vrai d'un média, de mon point de vue, est vrai d'une organisation comme la vôtre. Alors pourquoi justement? Donc, quelles sont les similitudes, on va dire? Eh bien parce que désormais, et j'en reviens à ce que je vous disais au début, sur les réseaux sociaux, sur Internet, désormais, tout le monde est un média. Vous êtes un média. Vous êtes un intermédiaire entre des informations, parfois des informations que vous créez vous-même, et ceux qui les consomment, ceux qui sont vos membres, bien sûr, ceux qui sont vos interlocuteurs et ceux qui sont le grand public. Vous êtes un média. Vous êtes devenu un intermédiaire. Et c'est ceci par la grâce, la magie, avec ses dangers, je vous le rappelle, des réseaux sociaux, d'Internet, du fait que vous pouvez communiquer. Songez à cette chose absolument invraisemblable il y a 15 ans, 20 ans, qu'il n'y a plus aucune limite physique à l'émission de messages. Dans un journal, vous avez une page 1 et puis une page 40, et puis c'est tout. Et c'est d'ailleurs une des vertus qui fait que vous êtes obligé de hiérarchiser et de sélectionner vos informations. Mais là, vous avez toute la place, l'infini. Presque trop parfois, d'ailleurs. Presque trop. L'infini. Et, autre concept absolument inimaginable aussi, une information que vous délivrez à l'instant T, elle est consommée à l'instant, au même instant, partout dans le monde. Il n'y a plus de limite physique ni à l'émission d'informations, ni à la diffusion d'informations. Et donc, grâce à cet outil qui, encore une fois, fait de vous un média, vous avez la possibilité d'être à la fois des émetteurs d'informations, des gens qui sont des intermédiaires entre les informations que vous voulez récolter, celles que vous voulez diffuser, et celles que vous voulez utiliser pour en faire un instrument d'influence. Et donc, je pense que... Qu'est-ce que j'ai essayé de faire, moi, quand j'ai lancé mon média? Et je pense que tout ça est assez analogue à ce que vous pouvez essayer d'avoir comme stratégie. Enfin, de mon point de vue, peut-être que je me trompe, mais ça, vous en discuterez entre vous. Je me suis dit, voilà, il y a déjà des journaux très bien faits. J'en ai connu quelques-uns dans ma vie de journaliste. Vous en avez dirigé plusieurs, oui. Bon, et ces journaux-là sont très bien faits. Et, bon, probablement, j'arriverai à shipper des lecteurs aux uns et aux autres, mais je n'arriverai pas à créer une base telle que je puisse faire que suffisamment de gens abandonnent leur journal préféré pour venir sur un journal qui était potentiel. Bon. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse différent. Si je fais comme les autres, je décline comme les autres. Si je fais comme les autres, j'ai le destin des autres. Et vous savez tous que la presse aujourd'hui est face à des difficultés, parfois à un déclin. Et donc, mon obsession a été de faire différent. Et au lieu de dire, je veux avoir la plus grande masse de consommateurs possible, je veux que tout le monde lise mon journal, non, je me suis dit, ça c'est fini. Et pourquoi c'est fini? Parce que, là on est dans l'univers des médias, parce que l'information est devenue universelle et quasiment gratuite partout. L'information généralement quelconque, tout le monde peut la connaître. Et tout le monde a un avis sur vos métiers. Tout le monde a un avis sur votre métier. Tout le monde. Tout le monde sait ce qui va, tout le monde sait ce qui ne va pas. Tout le monde ne le sait pas pourquoi et ne sait pas pourquoi forcément et comment on peut en réchapper. Mais tout le monde a un avis sur votre métier à vous. Et je me suis dit, si je veux faire différent, il faut que j'aille parler à des gens qui ne sont pas très nombreux, qui sont beaucoup moins nombreux que le grand public, mais qui sont les gens, les relais d'influence. Et donc, j'ai construit mon média en disant, je dois avoir une ligne éditoriale. Vous avez une ligne éditoriale. Vous avez une ligne politique, qui est la même chose qu'une ligne éditoriale. Je dois construire ça. Je dois l'affirmer. Je l'ai mis en haut, sous le titre de mon journal. C'est un média libéral, pro-business, européen. Et j'ai affirmé ça en permanence dans les papiers. Et la grande différence entre un journal d'information générale et un journal d'opinion, nous sommes un journal d'opinion, vous êtes une organisation d'opinion, c'est qu'on délivre des messages qui sont des messages avec des angles. Je ne suis pas là pour raconter l'information que vous trouvez partout ailleurs, je suis là pour vous donner
un angle d'interprétation. Vous n'êtes pas là pour relayer les informations que tout le monde trouve sur le monde agricole ou sur vos métiers. Vous êtes là pour donner un angle et essayer, avec cet angle, d'avoir de l'influence. Qu'est-ce que c'est que l'influence? C'est être suffisamment présent et référent. Ça, c'est les journalistes que j'ai réussi à attirer dans mon projet et qui sont tous absolument excellents et qui sont tous des références dans leur domaine. Je leur ai dit, venez, on va créer un média d'influence. L'influence, c'est avoir des gens qui portent avec leur signature le talent et la crédibilité qui est la leur. Pas de fake news, pas de polémique, pas de facilité, pas de simplisme, mais du fond, de l'exigence. Et dès lors que vous avez cette influence, vous êtes lu par ceux qui partagent vos idées, bien sûr, ils sont contents de trouver des gens qui partagent cette idée, mais vous êtes lu aussi par ceux qui ne partagent pas vos idées. Et il y a des gens, beaucoup en France, qui ne partagent pas vos idées, mais qui savent que vous êtes influent et que ce que vous dites aura de l'importance. Et donc, ils doivent vous écouter. Et donc, ils doivent nous lire, enfin, j'espère. Beaucoup nous lisent et ne partagent pas nos idées, mais ils nous lisent parce qu'ils ont compris que les idées que nous portons, elles peuvent avoir une vie, une influence, ils doivent donc les connaître. Une dernière question, Nicolas. Vous avez été précurseur il y a 5 ans donc, en lançant l'opinion dans sa forme multicanale. Est-ce que vous pouvez vous projeter vers l'avenir et nous dire justement comment vous voyez évoluer donc, ce monde de l'information? Est-ce qu'il y aura encore les mêmes modes dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que le print ne va pas quand même peut-être finir par s'effacer? Est-ce qu'il n'y a pas une question de génération puisqu'on sait que les jeunes s'informent différemment aujourd'hui? Bien sûr, je crois que tout ça évolue à une vitesse absolument considérable. Je vous l'ai dit, lorsque j'ai lancé l'opinion, il y a un peu moins de 5 ans, presque 5 ans, nous avions dit c'est un média digital avec de la vidéo et de l'extension papier. Et on s'était fixé un objectif qui était 100 000 vidéos par mois. Bon. Donc moi, tous les matins, je fais des interviews. Ce matin, j'ai interviewé quelqu'un que vous connaissez probablement, Amélie de Montchalin, voilà, qui est la whip, c'est-à-dire la personne qui est chargée au nom de la République En Marche. Députée de la République En Marche. Députée de la République En Marche, commission des finances, fille d'agriculteur d'ailleurs, et donc très attachée à ce monde-là. Et donc, cette vidéo, je m'étais dit, on en fait 100 000 par mois. C'était un objectif assez ambitieux, bon, pas dingue, mais assez ambitieux, prudent, réalisable, mais tout de même exigeant. Et la vidéo a commencé à monter très rapidement dans la consommation des internautes, enfin de vous, de nous, tout le monde. Hein. La vidéo est maintenant un outil de communication essentiel, qui d'ailleurs, je reviens sur ce que je disais Isabelle, est un outil qui pousse au simplisme et parfois donc à la polémique et donc à la simplification extrême de l'information. Quoi qu'il en soit, nous avons changé notre façon de faire des vidéos. On a fait des vidéos d'1 minute, parce que le temps d'attention de l'internaute sur un téléphone mobile, c'est 1 minute. Parfois moins même. Hein, parfois moins. En tout cas, 1 minute, 1 minute 15, c'est vraiment le maximum. 3 secondes pour charger une vidéo, c'est le temps maximum de patience de quelqu'un qui a envie de regarder sa vidéo. Et nous sommes arrivés, alors on était au moment de l'élection présidentielle, hein, où il y avait une forte attention, nous sommes arrivés à 12 millions de vidéos vues en avril, en mai, en juin. 12 millions par mois. 100 000 l'objectif il y a 5 ans, ça nous paraissait ambitieux. 12 millions désormais. Vous voyez, me demander ce qui se passera dans 5 ans, c'est au-dessus de mes forces. Merci beaucoup. Merci Nicolas Béthoud. On peut l'applaudir. Merci 1000 fois, Nicolas. Alors Eric, je voudrais me tourner vers vous maintenant. Vous allez nous dire finalement donc, comment véhiculer toutes ces réussites, toucher tous les publics, partager votre projet. Vous avez énormément d'outils vous aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement donc dans le réseau, sur le terrain, la presse agricole, les tweets, il y a énormément de choses. Hein. Comme nous l'a dit Nicolas Béthoud, cette communication aujourd'hui, elle est multicanale. Peut-être d'abord nous rappeler finalement d'où vous partez, quels sont vos acquis finalement? Oui, c'est vrai qu'on est vraiment multicanal, on a pléthore de choses et moi je voudrais commencer sur ce sujet de la communication, dire la fierté. Moi, la fierté que j'ai dans notre organisme, puisque à la sortie de la guerre, si on fait un peu d'histoire, on a commencé à créer des journaux. Et donc on s'est investi dans des sociétés d'édition. Et puis après, il a fallu diffuser. On a créé des imprimeries. Aujourd'hui, on est toujours détenteur de ces journaux. Et ces journaux, maintenant, moi, cette année, mon journal, j'ai pris l'abonnement sur tablette. Voilà. Et le journal est passé sur tablette. Donc, on s'aperçoit qu'on a énormément de choses. Mais d'abord, ce qui est important pour nous, pour la communication, c'est la visite des adhérents. C'est les rencontres dans les exploitations. C'est les réunions à tous les échelons.
de la commune jusqu'au national ou en Europe. Et puis c'est un congrès, comme aujourd'hui, c'est-à-dire que ça passe par l'humain. Et puis derrière, on a développé au fil du temps énormément de choses avec l'arrivée des nouvelles technologies, que ce soit les journaux sur tablette, comme je le dis là, que ce soit les sites web, que ce soit les mails, les newsletters, les SMS, ça marche beaucoup entre nous, que ce soit aussi maintenant Facebook, avec 18 000 amis, que ce soit les tweets et Twitter avec la FNSEA qui a 17 000 followers. Et puis on a d'autres initiatives comme Agri Demain. Il y a les vidéos aussi, donc. Hein. Oui, voilà, les vidéos, les Agri TV. Et je pense que chacun de ces outils a un objectif différent. Et je pense qu'il faut le rappeler. Un tweet, c'est plutôt pour se positionner. Une Facebook, c'est plutôt pour partager. Une vidéo, c'est plutôt pour expliquer en 1 minute. Une conférence de presse, c'est plutôt pour relayer avec pédagogie ce que l'on pense, un blog pour convaincre, un SMS pour la réactivité et un communiqué de presse pour dire ou pour répondre. Alors finalement, donc, quelles sont, on va dire, les cibles aujourd'hui de cette communication? Donc il faut à la fois être transparent, on l'a entendu, on l'a dit, et en même temps assez consensuel, sans verser justement dans ce fameux populisme. Oui, je pense que ce que Nicolas Bétou a dit tout à l'heure est exemplaire à ce titre-là. On est un syndicat, donc l'influence, c'est quelque chose qui nous parle. Mais je dirais, moi, je pense qu'on a 2 cibles. On a la cible auprès de nos adhérents et la cible auprès du pouvoir, parce qu'on est un syndicat, on est un contre-pouvoir. Auprès de nos adhérents, c'est plutôt l'information, et après, auprès du pouvoir ou du contre-pouvoir qu'on doit faire, c'est plutôt l'influence. Et je pense que c'est extrêmement à la fois important sur l'information auprès de nos adhérents de reconnaître l'expertise. On a une expertise quand même assez exceptionnelle à la FNSEA, avec l'ensemble de nos collaborateurs à tous les échelons que je tiens vraiment à saluer. On a une capacité d'expertiser les choses, de prendre le temps, de faire tout au fur et à mesure. Et ça, cette expertise, quand on peut donner l'information auprès des adhérents, ça permet de comprendre les évolutions. On est dans le sérieux, on pose les choses. Ça nous donne une capacité à la profession agricole de nous adapter. Et ça, c'est aussi capital. Et souvent, cette information se termine par une formation continue des agriculteurs. Donc ça, c'est descendant et c'est ascendant parce que l'information, on a besoin de se nourrir du terrain. Je l'ai dit tout à l'heure, le terrain, c'est capital. L'autre point, l'autre objectif, c'est effectivement gagner en pouvoir d'influence. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas Bétou, et je pense que c'est extrêmement important. On s'aperçoit aujourd'hui que peut-être une petite minorité lance une idée, puis ça fait son bonhomme de chemin, et puis finalement, ça devient un grand débat public. Eh bien, flûte, nous, on est majoritaire, on a une expertise, on a une capacité de construire les choses. Je pense qu'on a donc une capacité, une force de frappe d'influencer et de pouvoir communiquer qui est extrêmement importante. Simplement, moi, je reprendrai ce qu'il a dit tout à l'heure, qui me semble capital, et je le referai mien en tant que... Alors, quand tu parlais du syndicalisme tout à l'heure, d'une autre, donc il n'y a pas photo, Nicolas Bétou disait le populisme, c'est plus d'audience. Plus on fait de populisme, plus on fait d'audience. C'est la facilité. Voilà, mais ça, c'est pas chez nous, quoi. Nous, on est effectivement dans le sérieux, dans l'expertise et donc dans l'influence. Et je pense qu'il faut qu'on l'ait clairement en tête, ça, parce que c'est vraiment l'ambition que l'on porte et c'est ce que l'on doit faire au quotidien. Rigueur, vous avez dit tout à l'heure, rigueur, qualité, sérieux, vérification. Je pense que ça, c'est notre travail et ça, c'est un travail de fond qui prend du temps. Et du coup, c'est souvent difficile pour notre réseau d'accepter que cette expertise, ça soit quelque chose qui prenne du temps parce qu'on ne peut pas être expert en 30 secondes. Il faut bien analyser les choses. Donc finalement, alors aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir atteint ces objectifs, on va dire. Est-ce que vous avez le sentiment que tout va bien par rapport à ce que vous voulez atteindre? J'aimerais vous dire oui, mais non, parce que aujourd'hui, nos adhérents nous renvoient à un certain nombre de paradoxes. Et je citerai 3 paradoxes, qui est un peu le paradoxe de notre communication à la FNSEA, c'est qu'on nous demande d'être des experts, et puis en même temps, on nous demande d'être réactifs. Si l'information ne descend pas tout de suite sur le réseau, alors que c'est déjà sur les différentes chaînes de télé, on nous dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» Et donc, il faut qu'on apprenne à la fois être expert et réactif. On a aussi un deuxième paradoxe, c'est celui de la transparence et du consensus. Tout à l'heure, on disait il n'y a plus de filtre. Vous faites une manifestation, vous pouvez vous retrouver en direct live. Vous faites une petite déclaration là, vous pouvez buzzer. Donc, il y a une attente de transparence sur tout ce que l'on fait. Et à la fois, on a une tradition
dans notre syndicat, c'est d'écouter tout le monde, et Dieu sait si c'est varié. On a 212 000 adhérents, donc on a 212 000 avis, on a des milliers d'élus, on a des positions très diverses. Et nous, notre rôle, c'est l'unité. Et c'est vrai qu'être transparent tout en arrivant à faire un consensus, je pense qu'on a un travail de fond qu'il faut qu'on continue à faire. Et puis le troisième paradoxe, c'est qu'on nous demande une information à 360 degrés, on veut tout savoir. Il faut être présent partout, mais voilà. Ça c'est obligé aujourd'hui. Voilà, et puis à la fois, il faut être concis. Et ça, je peux vous dire qu'en tant que responsable, c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est-à-dire, voilà, tout savoir et puis être concis avec une chose. Et ça, c'est un vrai travail. Alors justement, donc pour atteindre, on va dire, ces objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire de plus aujourd'hui? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Alors écoutez, puisqu'on est dans le rapport moral, moi je pense que cette année, ça serait bien qu'on ait 4 axes de travail sur cette communication. Le premier, ça serait l'humain. Le deuxième, ça serait la proximité. Ensuite, l'expertise et puis la réactivité. C'est bien de commencer par l'humain, parce que l'humain est quand même au centre de tout. On parle beaucoup d'Internet, etc., mais on ramène quand même toujours les choses à ça. Oui, je crois qu'un paysan, lui faire oublier la terre, l'humain, la rencontre, la poignée de main, je pense que c'est illusoire et c'est vraiment notre base. Je pense que, Christiane, la communication par hologramme, ce n'est pas pour nous. Voilà. Nous, on est dans le concret, on n'est pas dans le virtuel. Et je pense que c'est la première des choses. C'est la première des choses sur lesquelles il faut s'investir. Je pense que la présence médiatique complète notre présence du terrain. Elle ne la supplante pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est l'humain. Alors ensuite, vous avez parlé de la proximité, très importante aussi. Oui, et là-dessus, on pourrait dire plein de choses, mais peut-être qu'il y a un axe sur lequel il faut qu'on réinvestisse, qu'on ose aller un peu plus loin. C'est celui de ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale. Que ce soit nos journaux, alors je sais qu'il y en a plusieurs, alors je ne peux pas les citer tous, mais voilà, quand on parle de Ouest-France, la Provence, enfin, voilà, la montagne, voilà, on voit bien, ce sont, et puis tous ceux que j'ai oubliés qui sont excellents, sur cette PQR, je pense que c'est un relais pour nous extrêmement important. Et on s'aperçoit que dans cette presse, il y a une écoute qui est bien souvent justement empreinte de terrain, de sérieux, un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et je pense que pour nous, on a notre presse agricole départementale, professionnelle, avec nos adhérents qui la lisent, et puis d'autres. Mais je pense que cette PQR, c'est aussi un moyen extrêmement important pour nous de relais, surtout dans cette période où il va y avoir un peu d'élections, au-delà de nos adhérents. Et puis, c'est aussi quelque chose pour se poser, pour dire les choses simplement. Donc je pense qu'il va falloir investir fortement sur la PQR cette année. La télé régionale aussi ? La télé régionale, c'est vrai que moi, très concrètement, si jamais je vais à FR3 Centre Val-de-Loire, qui est ma région, faire une interview. France 3, oui. Voilà, sur France 3, oui, je suis un peu... Voilà. Eh bien, j'ai beaucoup plus de réponses ou de retours de mes adhérents et de mes voisins que si c'est à Libération ou au Monde. Voilà. Et donc, on voit bien que que ça soit la télévision régionale ou la presse régionale, pour nous, c'est quelque chose de capital. France Bleu également. Troisième valeur importante, donc, c'est l'expertise. Cette valeur d'expertise, vous avez dit, c'est compliqué de la maintenir. Il faut qu'on soit expert, il faut qu'on soit réactif, mais elle est quand même primordiale. Oui, et je pense que ça, c'est aussi un chantier sur lequel il faut qu'on aille encore plus loin. On a tout à l'heure présenté, je n'ai pas vu, mais je pense, l'ensemble des moyens de communication. Eh bien, je pense que notre expertise, il faut qu'on apprenne à la vulgariser. L'expertise, c'est bien. Voilà, c'est multicanal. Mais vous voyez, en une diapo, c'est concis. Je pense qu'on voit tout de suite ce que ça veut dire multicanal. Et je pense que tout de suite, on voit qu'on est capable d'être sur tous les chantiers. Eh bien, cette expertise, il faut qu'on apprenne à la vulgariser. Et au-delà de l'expertise qui est de rédiger tout ça, il faut qu'on apprenne tranquillement à faire peut-être un peu d'infographie, des schémas, des vidéos en 1 minute, pour pouvoir expliquer en des mots simples cette expertise. Ça, c'est un troisième chantier qui me semble capital. Alors enfin, le dernier. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi que le réseau admette qu'il faut du temps pour être expert. Je le dis parce que souvent, il y a une impatience et ce n'est pas compatible. On ne peut pas être expert et rapide. On est obligé d'être réactif, mais il faut arriver à lier les deux. Il faut quand même essayer de diminuer le temps, effectivement, de plus en plus. Oui. Toujours. Et alors, dernier chantier.
Le dernier chantier, c'est celui de la réactivité, c'est celui justement de la rapidité de notre communication. Comme quoi, voilà, il y a bien les deux, expertise et rapidité. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, il faut qu'on se forme encore plus. On a des compétences, mais il faut qu'on monte en gamme, là aussi. Il faut qu'on arrive à parler en 280 mots, point barre. Il faut qu'on apprenne cette concision et je pense qu'il va falloir qu'on développe beaucoup de formation sur cet outil. Je dirais pour finir, tout à l'heure, Nicolas Bétou disait « tout le monde est un média ». Et je pense qu'il faut qu'on intègre ça. Les amis, il faut qu'on intègre que chacun d'entre vous, chacun des fauteuils, chacun des sièges est un média. Dès qu'on fait un tweet, voilà. Exactement. Or, si seulement un quart des agriculteurs français, avaient un compte Twitter, pour parler juste de cette communication, ou je dirais même encore moins, si un quart des adhérents, et flûte, ça c'est possible, un quart des adhérents, seulement un quart des adhérents, eh bien, on serait 50 000 sur Twitter, eh bien, on serait le premier réseau Twitter de France. Eh bien, quand on parle d'influence, eh bien, je crois qu'on peut relever le défi. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, tweetez, voilà.